Alors, il est 12h32. On est déjà assez nombreux et nombreuses et je vois qu'il y a plein d'autres personnes qui se connectent. Alors, bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Avec Alexia, on est vraiment ravis de vous accueillir pour ce webinaire. On sera ensemble jusqu'à 13h30 et on va commencer peut-être par quelques présentations pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas déjà. Donc, je co-organise ce webinaire avec Alexia Sena, qui est la fondatrice de Joyeux Bazar et qui dit coucou. Et elle accompagne les entreprises pour créer des espaces d'échange autour de l'inclusion des différences et notamment des différences ethnoculturelles. Moi, je suis Louise Moulier, fondatrice de Diversity Secrets. J'accompagne également les entreprises et leurs employés sur le chemin de l'inclusion avec, vous verrez, une approche internationale et puis ancrée dans l'écoute de l'autre et puis dans le partage des bonnes pratiques aussi entre entreprises. Et puis, ce qui nous relie, Alexia et moi, au-delà de notre passion pour l'inclusion, c'est notre goût prononcé pour la conversation, puisque Joyeux Bazar et Diversity Secrets ont commencé en tant que podcast. Ils sont toujours des podcasts aussi aujourd'hui. Et on prend beaucoup de joie à accueillir des intervenants, des intervenantes qui viennent nous parler, enfin, partager leur vécu et leur expérience autour de l'inclusion. Et puis justement, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Emmanuelle Campo, qui a accepté de nous rejoindre et de se joindre à nous aujourd'hui pour partager son vécu et son expertise. Et Emmanuelle, elle est fondatrice de LGBT Talents, qui est une initiative lancée en 2016 et dont l'objectif est d'améliorer l'inclusion des personnes LGBT+, au travail, tout secteur confondu, dès leur entrée dans la vie active et puis tout au long de leur carrière. Et c'est sous cette casquette qu'Emmanuelle nous rejoint aujourd'hui, mais également forte de son expérience au sein du groupe industriel minier Eramet, où depuis janvier 2023, Emmanuel pilote la politique diversité et inclusion au niveau groupe, donc sur 5 continents. Donc, une approche aussi très internationale. Et puis enfin, autour de la table, là, je vois qu'on est 33 participants, participantes connectés. Donc, on va vous tendre le micro aussi au moment du temps de questions et réponses pour les 15 dernières minutes du webinaire. Et vous pourrez lever la main si vous souhaitez prendre la parole à ce moment-là ou nous laisser vos questions dans le chat au fil de la discussion et on les reprendra pour y répondre au moment de questions-réponses. Mais avant d'y en arriver à ce question-réponse, on va revenir d'abord sur ce qu'est l'intersectionnalité, pourquoi est-ce qu'il est important de prendre en compte dans la conception et le déploiement des politiques d'égalité des genres en entreprise. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, et partager des bonnes pratiques pour créer des politiques d'égalité qui bénéficient vraiment à toutes les femmes dans l'entreprise. Donc ça, c'était pour les petites présentations et puis les petites règles du jeu pour aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'on a décidé avec Alexia d'organiser ce webinaire? On est parti d'un constat, voilà, d'un constat qu'on a fait dans nos activités de conseil sur les sujets de diversité et d'inclusion. On s'est rendu compte que dans la grande majorité des cas, les politiques d'égalité destinées aux femmes dans les entreprises bénéficient principalement à un seul profil de femmes, à savoir les femmes blanches, valides, euh, cis, hétérosexuelles, souvent issues de longues études ou même de grandes écoles. Et la raison étant que les politiques d'égalité dans les entreprises font souvent l'impasse de ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Alors pour commencer, Alexia, euh, qu'est-ce que l'intersectionnalité, justement? Je vais répondre. Je, je vais répondre et je commence Le par suspense. partager exactement, par partager cet écran. Alors, quelques chiffres pour comprendre de quoi on parle. Ensuite, on va donner une définition qui n'est pas, qui est une définition, qui fait partie des définitions de l'intersectionnalité. Mais déjà, pour donner une idée de l'ampleur du phénomène et de ce dont on parle, donc ici, deux chiffres.
Il y a 27 points d'écart sur le taux d'emploi entre les femmes qui sont des femmes porteuses de handicap et des femmes qui sont et l'ensemble de la population femme. Donc, quand on parle de la femme et des problématiques de la femme en termes d'égalité en entreprise, on aime bien rappeler avec lui, si vous avez suivi les différentes communications qu'on a faites, qu'il y a autant de, voilà, que les femmes existent dans leur pluralité. Donc, on a voilà, 27 points d'écart en termes de taux d'emploi, ça n'est pas rien. Cette statistique aussi, les femmes musulmanes britanniques et à même niveau de compétences linguistiques, à même niveau d'études, sont 71% plus susceptibles d'être au chômage que les femmes chrétiennes blanches britanniques. Donc on voit bien que voilà, on n'est pas exposé aux mêmes réalités. D'autres chiffres encore, hein, 5 points cette fois-ci d'écart sur le taux de personnes qui travaillent à temps partiel, selon qu'on parle des femmes de manière générale en France, 27%. Et si ce sont des femmes qui ont entre 55 et 64 ans, bah, on passe à 32%. Sachant que les femmes partent à la retraite 1 an plus tard que les hommes, hein, avec une pension qui est inférieure de beaucoup, beaucoup. Donc la question du temps partiel et du taux de personnes à temps partiel est vraiment pas anodine. Encore un chiffre, 66% des femmes noires qui changent de coiffure pour un entretien d'embauche. Et en l'occurrence, 44% d'entre elles changent de coiffure pour passer de cheveux bouclés à des cheveux raides. Donc ici, on n'a pas trouvé la donnée du nombre de femmes de manière générale, peu importe leur ethnicité ou leur couleur de peau, qui changent de coiffure, mais on peut imaginer que parmi des femmes qui seraient pas noires ou qui seraient blanches, eh bien, le nombre de personnes qui changent de coiffure spécifiquement pour l'entretien et surtout le taux, la proportion de femmes qui vont changer, qui vont passer aux cheveux raides est moins importante. Donc là aussi pour souligner les réalités différentes vécues par les unes et les autres. Et encore 2 chiffres, ensuite on vous laisse. Mais encore 2 chiffres, 41% des femmes lesbiennes ou bisexuelles en France, c'est une statistique de 2022, déclarent s'inventer une vie affective hétérosexuelle. Donc elles s'inventent un compagnon pour ne pas être visible ou pas être visible en tout cas avec cette orientation sexuelle-là. Et pareil, là, on n'a pas les chiffres pour les femmes hétérosexuelles, mais on se dit qu'il n'y en a pas beaucoup qui mentent en disant qu'elles ont une femme, alors qu'en fait, elles ont un mari ou en tout cas un conjoint. Et à Mayotte, là, on est sur des données outre-mer, les femmes âgées de 15 à 64 ans qui ont un emploi, mais il y en a que 27%. Et c'est 2 fois moins que les femmes vivant en hexagone. Donc, toujours pour souligner ce fait que quand on parle des femmes, voire de la femme, forcément, on oublie un certain nombre de choses. Voilà pour les chiffres. Et puis, Louise, je te laisse passer vraiment à la définition. Merci Alexia. Oui, l'idée avec ces chiffres, c'était un petit peu de donner le ton. Ce qui a aussi un petit peu donné le ton, c'était cette idée de faire un petit sondage des participants participantes en vous demandant si vous sauriez définir le mot intersectionnalité. Donc, pour 75% d'entre vous, oui, la notion d'intersectionnalité est très claire pour vous. Donc, chouette. Mais il y a quand même presque une personne sur trois qui soit ne sait pas du tout définir ce concept, soit ne voit pas trop clairement ce que ça veut dire. Donc, on va revenir un petit peu sur l'histoire de l'intersectionnalité, d'où ça vient. Euh, alors, je vais prendre la main. Hop, normalement, c'est bon. Voilà. Donc, l'intersectionnalité, c'est une notion sociologique qui désigne la manière dont les différentes formes d'oppression, de discrimination, comme le racisme, le sexisme, le classisme, le validisme, l'homophobie, la transphobie, etc., d'autres, s'articulent et se renforcent mutuellement. Donc le terme, pour la petite histoire, a été utilisé pour la première fois en 1989 par Kimberly Williams Crenshaw, donc vous voyez la photo ici, et qui est une afroféministe américaine, juriste et puis professeure à l'University College de Los Angeles, qui analysait plusieurs poursuites judiciaires fondées sur la discrimination en milieu du travail aux États-Unis et qui s'est rendu compte que les plaintes des femmes noires tombaient souvent entre les fissures du système parce qu'elles sont discriminées à la fois en tant que femmes et voilà, à la fois en tant que femme et en tant que personne noire. Et un cas qu'elle a appris en particulier, qui est assez connu dans la définition donc, de l'intersectionnalité, c'est donc
une plainte faite par une mère de famille afro-américaine qui accusait l'usine automobile General Motors de discrimination car on refusait de l'embaucher. Mais General Motors s'est défendu en disant bah, on n'est pas raciste puisqu'on a des ouvriers noirs et on n'est pas sexiste puisque nous engageons des femmes. Et la justice, d'ailleurs, c'était dans les années 70, a donné raison à General Motors. Mais ce que la justice avait omis de constater, c'était que les ouvriers noirs chez General Motors étaient tous des hommes et les ouvriers et les ouvrières étaient toutes des femmes blanches. Donc, ils ne recrutaient pas spécifiquement de femmes noires, qui était l'intersection dans laquelle cette personne plaignante tombait. Donc, elle n'avait pas été frappée ni par le sexisme d'un côté, ni par le racisme de l'autre, mais bien par leur intersection. Et ce qui est important de noter aussi dans cette définition de l'intersectionnalité donnée par Kimberlé Crenshaw, c'est que c'est une approche qui sert de cadre d'analyse théorique pour comprendre comment différentes oppressions se combinent et créer différents systèmes de discrimination et de privilèges. Mais c'est aussi, on le verra plus tard quand on partagera les bonnes pratiques, c'est ça ce qui nous intéressera parce que c'est aussi un outil d'intervention pour agir et lutter contre les discriminations et contre les inégalités. Et Alexia, je te repasse le micro parce que là, on voit bien qu'au début, l'intersectionnalité s'intéresse aux entrecroisements entre race, genre, classe sociale, dans cette analyse-là donnée par Kimberlé Crenshaw. Mais aujourd'hui, cette approche qui s'est internationalisée, qui n'est pas que aux États-Unis, mais aussi en France aujourd'hui, est plus large. Complètement. Et donc, c'est intéressant de comprendre, notamment dans notre contexte français, même si parmi les personnes présentes, il y a des personnes qui travaillent dans des organisations internationales, mais en tout cas, dans ce contexte aujourd'hui, comment l'intersectionnalité peut devenir un outil concret, comment est-ce qu'elle peut être utilisée, et aussi pourquoi, vous l'avez peut-être vu dans nos communications, c'est un mot qui parfois peut faire peur. Alors, en France particulièrement, on est vraiment dans le berceau de l'universalisme, qui est voilà, qui constitue vraiment notre terroir culturel sur ces questions-là, avec l'idée de parvenir à une égalité des chances, mais en invisibilisant les différences. Et cette approche-là, elle est pas mauvaise en soi, ou elle est pas pire qu'une autre, mais en tout cas, c'est la spécificité, c'est celle qui a été choisie dans la République. C'est l'ambition, en tout cas, qu'on s'est donnée, que de passer plutôt par une invisibilisation des différences pour arriver à l'égalité. Donc forcément, vous voyez bien, sans surprise, qu'il y a une espèce de choc qui se produit entre cette approche-là et une approche qui vise au contraire à aller reconnaître non seulement une singularité, mais même à aller reconnaître l'intersection entre plusieurs singularités. Donc forcément, parfois, ça fait un peu hurler ces questions-là. Donc Rokhaya Diallo, qui travaille beaucoup sur ces questions-là et qui est française, pose les choses assez simplement en disant, bah voilà, l'intersectionnalité, c'est simplement ce qui nous permet de décrire, c'est ce qui fait exister, hein, si on ne nomme pas les choses, elles n'existent pas, donc c'est ce qui permet de faire exister le fait que bah, toutes les femmes ne vivent pas dans les mêmes conditions. Et que certaines se retrouvent, donc, comme on dit depuis le départ, à l'intersection de plusieurs types d'exclusion. Et donc, cette réalité-là, comment est-ce qu'on la fait exister? Ben, en utilisant cet outil qu'est l'intersectionnalité. Donc forcément, voilà, ça peut venir heurter. C'est pour ça que c'est un concept qui n'est pas toujours très compris et que nous, on était plutôt très contente avec Louise de voir qu'une immense majorité d'entre vous, en tout cas, déclare maîtriser le concept. Mais voilà, c'est pas forcément évident. Ça peut créer un certain nombre de crispations quand il faut expliquer en entreprise ou ailleurs, si vous avez déjà essayé d'en discuter avec des amis, cette notion-là. En faisant des recherches pour préparer le webinaire, je suis tombée sur des phrases prononcées par Emmanuel Macron. Ce n'est pas forcément pour rentrer dans un champ politique ou politicien, mais que je trouvais assez révélatrice justement de ce malaise et aussi de l'évolution, enfin de son évolution en tout cas lui dans le discours sur cette question-là. Donc en 2017, le président de la République dit « Les jeunes femmes de banlieue cumulent des obstacles, c'est une évidence ». Donc on est bien dans cette reconnaissance qu'il existe une intersection. Et puis en 2021, le président dit « Je ne me reconnais pas dans un combat qui renvoie chacun à son identité ou à son particularisme ». Et il parle de cette, je cite, logique intersectionnelle qui fracture tout.
Donc, on voit bien, voilà, les peurs qu'il peut y avoir sur cette question de l'intersectionnalité qui parfois peut être vécue vraiment comme, euh, je disais dans un post LinkedIn, comme on joue aux Jeux Olympiques des souffrances, quoi. C'est vraiment, ah, mais alors attendez, vous nous avez dit qu'il fallait faire quelque chose pour les femmes, et là maintenant, vous nous expliquez qu'il faut faire quelque chose pour les femmes porteuses d'un handicap, vivant dans une banlieue lointaine, travaillant à temps partiel. Et donc, voilà, on a l'impression que ce qu'on demande, c'est vraiment euh, d'aller dans le particulier du particulier et qu'on perd peut-être la vue d'ensemble. Donc c'est important de rappeler les termes et de rappeler que le but, c'est pas forcément ça, mais c'est juste de reconnaître effectivement ces intersections et dans ce qu'on va mettre en place, bah, comment est-ce qu'on peut tenir compte de ces cas particuliers. Pour rendre tout ça plus concret, est-ce que Emmanuel, tu voulais nous partager peut-être euh, des vécus et des expériences personnelles qui permettent de mettre en exergue cette question-là? Pardon. Oui, bien sûr, à titre personnel, moi, l'intersectionnalité, ça me parle beaucoup, hein, parce que déjà, en raison de mon âge, mon identité de genre, de mes origines, de mon orientation sexuelle, mon apparence, j'ai déjà subi des types de discrimination. Et surtout dans le cadre professionnel, je l'ai vu au fur et à mesure de mon évolution. Mais ce qui est quand même positif dans l'évolution de la France aujourd'hui, c'est que je vois que ce terme, même s'il est décrié par certains milieux, est de plus en plus connu et pris en compte. Alors pas par toutes les entreprises, hein, évidemment, ça serait trop beau, mais il est aussi pris en compte par les cercles militants. Et ce qui est plutôt bien parce que jusqu'à présent, si je me focalise sur le monde du travail en tout cas, les réseaux professionnels qui étaient pensés par et pour les femmes, c'était vraiment trusté, je trouve, par le même type de profil, comme on l'a dit sur LinkedIn, les femmes cisgenres, blanches, valides et en général issues de milieux plutôt favorisés ou ayant fait des études qui donnent l'impression qu'elles appartiennent à une certaine classe. Et donc, moi, comme toute personne qui souhaite développer son réseau, sa carrière et qui se cherche un peu, je suis allée dans ces réseaux professionnels féminins. Je suis allée aux événements, j'ai vu comment c'était et rarement je me suis sentie à l'aise à ma place parce que j'étais souvent une des rares personnes non blanches ou une des plus jeunes ou alors paraissant la plus jeune. Et du coup, j'avais régulièrement des regards un peu interloqués ou surpris de ma présence à ces événements. Et quand il y avait des événements, enfin des ateliers organisés dans ce cadre, je n'étais pas forcément invitée à rentrer dans les groupes. Donc je me sentais pas vraiment à ma place en fait. Et ce qui m'a aussi plutôt choquée, c'est que les animations proposées dans le cadre de ces événements pour networker entre femmes, c'était quand même très girly. C'était des ateliers beauté, donc ça peut faire très cliché, mais c'est vraiment ça qu'il y avait. Il y avait des ateliers pour se maquiller, avoir une manicure. C'était organisé par les sponsors en général des événements, évidemment. Il y a des bars à champagne. Donc là aussi, bon, voilà, si on ne boit pas d'alcool, c'est un peu compliqué. Et moi, je m'attendais plutôt à trouver des échanges pratico-pratiques sur comment négocier son salaire, comment développer son réseau, comment travailler dans un secteur majoritairement masculin. Enfin, des choses vraiment qui donnent les outils, les armes pour avancer dans un monde du travail qui est quand même, comme dit Welcome to the Jungle, une jungle. Donc voilà, partant de ce constat, j'ai essayé de trouver d'autres alternatives que je n'ai pas trouvées. Et c'est aussi ça qui a fait qu'en 2016, on a lancé LGBT Talent. Donc là, c'est pas que sur les femmes, c'était plutôt sur les personnes LGBT+ et leurs alliés. Mais même quand on fait de l'événementiel LGBT+, on reproduit certaines problématiques, c'est-à-dire bah, c'est des événements mixtes, mais où les femmes restent en minorité. Donc, suite à ça, en parallèle d'LGBT Talent, j'en ai pas parlé avant, mais parce que ça m'est arrivé pendant la discussion, en 2019, en fait, j'ai cofondé avec des amis un réseau professionnel différent qui s'adressait aux femmes lesbiennes, bisexuelles, trans et leurs alliés. Et notre objectif, justement, c'était d'offrir une autre alternative au réseau déjà en place pour networker, pour mettre en avant les initiatives lancées par les femmes, peu importe leur orientation sexuelle, évidemment, et les aider dans leurs projets. Et d'ailleurs, on relance ce réseau cette année parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin en fait. Donc voilà, je dis juste le nom du réseau, ça s'appelle Coven, et je ne développe pas trop. Et en fait, ce qui était intéressant,
c'est qu'on voyait que les gens étaient plus à l'aise quand on mettait clairement notre positionnement, donc pour les femmes queer, hein, tout simplement, ce qui permettait à certaines femmes, notamment les femmes trans, à se sentir plus à l'aise dans un cadre où, comme ce qui a été dit précédemment, on est quand même dans un féminisme universaliste très présent en France, même aujourd'hui. Et plus récemment, donc c'était en 2023, l'an dernier, j'ai eu la possibilité de participer à l'initiative lancée par Elisabeth Moreno, donc l'ancienne ministre à l'égalité, qui s'est rendu compte que personne n'avait eu l'idée d'acheter le nom de domaine 8 mars. Donc elle s'est dit, bah tiens, je vais l'acheter et je vais organiser un événement pour les femmes dans ce cadre-là. Et c'est la première fois que je suis allée à un événement où il y avait autant de diversité d'origine et de parcours dans les intervenantes et les participantes. Ça faisait vraiment un bien fou et c'était pas qu'un événement parce qu'ensuite donc l'organisme s'appelle La Puissance du Lien. Si vous tapez sur LinkedIn, vous pourrez trouver. Il y a aussi tout un cadre derrière de mentoring. Donc moi, je suis mentor dans ce cadre et on peut mentorer des personnes qui ont notre âge ou qui sont dans d'autres domaines. Donc c'est pas forcément, on casse vraiment les codes de il faut forcément que la mentor soit plus âgée que la mentee. On casse aussi vraiment les codes de faut forcément être dans le même secteur. Et tout ça, en fait, c'était une expérience tellement positive que j'en ai parlé autour de moi et j'ai invité surtout les personnes non blanches à y aller parce que d'autres personnes m'avaient dit qu'elles ne se sentaient pas à l'aise dans les réseaux professionnels classiques pour femmes. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à, à la question, mais c'était ce que je souhaitais partager aujourd'hui sur mon expérience de l'intersectionnalité et de comment on pouvait faire évoluer les choses justement en prenant en compte qu'il y avait une diversité de femmes qui existaient, parce que dans le cadre de l'initiative d'Elisabeth Moreno, il y avait vraiment tous les aspects intersectionnels pris en compte. Il n'y avait pas que des femmes valides, il y avait vraiment des femmes issues de tout parcours, que ça soit académique, mais aussi professionnel, pas que de grands groupes. Il y avait aussi des entrepreneuses. Et c'est ça qui faisait que c'était intéressant pour confronter les idées et aussi partager les expériences. Hyper intéressant, merci beaucoup Emmanuel. Et aussi intéressant de voir ton expérience enfin, tout le travail à fournir pour aller créer ces espaces et pour trouver ces espaces aussi qui n'existent pas d'emblée. Et je vois que Sylvie demande dans le chat le nom du réseau pour femmes trans, lesbiennes, bisexuelles. Euh, bah, est-ce que tu pourras le remettre dans le chat comme ça tout le monde peut Ouais, aller le ouais. trouver aussi? Top, super. Euh, oui, et l'idée, c'est que voilà, c'était avec ces exemples aussi de montrer que l'intersectionnalité, c'est pas qu'un concept dans l'air comme ça, c'est du vécu, c'est du vrai, c'est de la réalité, euh, en dehors de l'entreprise et aussi dans l'entreprise. Donc là, l'idée, c'est on va repartager les slides. Est-ce que tu veux que je le fasse, Alexia, ou est-ce que c'est bon? Euh, L'idée, c'est un peu de rentrer dans le vif sur, OK, comment est-ce que ça s'applique aux politiques d'égalité dans l'entreprise? Alors, on va prendre voilà, six axes des politiques d'égalité. On ne peut pas être non plus hyper exhaustive et passer sur tous les axes des politiques d'égalité, mais voilà, on a identifié, il y a quand même les politiques qui travaillent sur les questions d'inégalité salariale ou d'égalité salariale, les formations et les initiatives mises en place pour lutter contre les microagressions, comment lutter contre les biais sexistes au moment des entretiens, par exemple, d'embauche, les questions d'évolution de carrière pour les femmes dans l'entreprise, les questions de discrimination, et il y a aussi les grosses questions autour de la parentalité pour les femmes dans l'entreprise, qui sont un peu les grands axes de la diversité, enfin des politiques d'égalité. Et pour chacun de ces axes, je vais vous donner un exemple qui montre bien que les politiques d'égalité qu'on met en place prennent pas toujours compte de cette intersectionnalité, justement, parce que les chiffres qu'on cite, les données qu'on a ne reflètent pas nécessairement cette inégalité et les systèmes qu'on met en place ou les nouveaux process ne les prennent pas en compte non plus. Donc, par exemple, si on parle euh, d'inégalité salariale, aux États-Unis, les femmes latinas gagnent en moyenne 48% de moins que les hommes blancs.
c'est 21% la différence, enfin, l'écart de salaire pour les femmes blanches avec les hommes blancs, c'est 21%. En France ou en Europe, on sait que l'écart de salaire, il est de 12%, en Europe 15%. Pareil, on n'a pas nécessairement les données pour savoir les écarts de salaire pour les femmes dites racisées, pour les femmes en situation de handicap, pour les femmes de différentes tranches d'âge, etc. Sur les microagressions, on est par exemple sur des prises de conscience. Il y a une microagression qui est assez commune pour les femmes, qui est que notre jugement, notre expertise n'est pas toujours prise au sérieux. Moi, ça m'est souvent arrivé que quand j'avais des stagiaires masculins, les personnes s'adressaient principalement aux stagiaires plutôt qu'à moi parce que pensaient que c'était l'inverse et que je n'étais pas la personne responsable ou la personne à laquelle s'adresser. Et quand on regarde les données qu'on a pour les personnes pour les femmes en situation de handicap, alors moi, j'ai un gros carré noir qui s'est affiché là sur mon écran. Je ne sais pas si vous voyez la statistique qui s'est affichée. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'on n'y est pas. Hop. Est-ce que c'est bon, là, Louise? Là, c'est bon, c'est en grand. Je vais... Ok. Est-ce que là, c'est bon? Là, c'est bon, ça s'affiche. Donc, cette microagression en particulier pour les femmes en situation de handicap, 32% des femmes en situation de handicap voient leur expertise remise en question versus 21% pour l'ensemble des femmes. Donc, on voit encore une fois que là, si on rentre sur la granularité, on voit d'autres... Oula, là, on est complètement ailleurs, Alexia. C'est bon, on est au-dessus. Merci beaucoup. Pareil, Alexia le mentionnait au tout début, mais quand on regarde les biais sexistes qui pourraient influencer au niveau de l'embauche, par exemple, les femmes noires ne font pas face au même biais que les femmes blanches. Euh, il y a donc les cheveux des femmes noires sont 2,5 fois plus susceptibles d'être perçus comme non professionnels à un moment d'un entretien. Sur l'évolution de carrière, aux États-Unis, un membre de COMEX sur 4 est une femme. En France, on est plutôt aux alentours de 30%. Dans les grandes entreprises, ça dépend, mais on sait que grâce à la loi, on va peut-être y arriver. Mais si on rentre encore une fois sur la granularité, aux États-Unis, c'est un membre de COMEX sur 16 qui est une femme de couleur. Et en France, voilà, on sait que par exemple, on est presque à la parité pour les femmes dans les conseils d'administration, avec 46% de femmes dans les grandes entreprises de leur conseil d'administration. Mais voilà, je vous gage de me donner le chiffre des femmes non blanches, non cis, non hétéros, non valides dans ces conseils d'administration. Et là, on divise par 4 facilement aussi. Et sur les discriminations, pareil, toutes les femmes ne vivent pas les mêmes discriminations en entreprise, selon, encore une fois, où est-ce qu'elles se trouvent, quand certaines d'entre elles sont à l'intersection de différents types d'exclusion. Donc, si on prend par exemple les discriminations subies par les femmes lesbiennes ou bisexuelles, 41% des femmes lesbiennes ou bisexuelles ont déjà été victimes de discrimination au travail en raison de leur orientation sexuelle. Donc, une femme hétéro, par exemple, ne fait pas face à ces types de discrimination comparé aux femmes lesbiennes ou bisexuelles. Et si on reste voilà, sur aussi le vécu des femmes lesbiennes ou bisexuelles, et il y a ces politiques de parentalité qui ne sont pas forcément adaptées non plus pour servir aussi les femmes lesbiennes et bisexuelles, puisque 33% d'entre elles ont déjà renoncé à prendre un congé coparent auquel elles avaient droit. Alors là encore, on n'a pas le chiffre pour savoir si des femmes hétérosexuelles y renoncent aussi, mais voilà, on estime que ce serait quand même un chiffre très très faible s'il existait. Donc voilà, l'idée c'était d'un petit peu voir les différentes réalités qui s'incarnent dans les différents aspects des politiques d'égalité en entreprise. La raison étant que
on vous a fait un autre petit sondage pour vous demander, euh, pour vous, quelle était la difficulté à créer des politiques d'égalité qui bénéficieraient à toutes les femmes dans l'entreprise. Alors, pour 42% d'entre vous, on n'y pense pas, parce qu'on pense simplement à un seul profil de femme. Et c'est vrai, quand on crée des politiques d'égalité, on se dit, c'est d'ailleurs pour 23% d'entre vous le cas, on se dit déjà qu'on fait quelque chose pour les femmes, c'est bien, on va en rester là, et on ne va pas se poser plus de questions. Euh, pour 16% ou voire 17% d'entre vous, c'est aussi parce que l'intersectionnalité rajouterait un niveau de complexité, de croiser la dimension genre avec d'autres dimensions de différence ou de diversité. Euh, et puis pour 10%, donc c'est quand même une personne sur 10 se dit que l'intersectionnalité, c'est du wokisme, avec donc cette idée négative de ce que ferait que le wokisme ou que l'intersectionnalité. Alors, euh, mais l'idée, voilà, c'est quand même de se dire que si on ne prend pas une approche intersectionnelle, on laisse quand même certaines femmes sur les marges. Emmanuel, tu voulais nous partager pourquoi est-ce que, selon toi, c'est important de prendre cette approche intersectionnelle et comment y parvenir, comment Ouais. réussir à y parvenir. Pour moi, l'intersectionnalité, c'est en fait prendre en compte toute la diversité des personnes et toutes les trajectoires possibles dans une vie, parce que il y a des choses qui peuvent évoluer dans la vie aussi. Et justement, ça permet de prendre en compte la spécificité des situations qui sont souvent invisibilisées. Parce que dans la diversité, beaucoup de gens pensent à ce qui est visible, mais en fait, il y a énormément de choses qui sont invisibles, notamment dans matière de handicap, mais pas que, même sur d'autres sujets. Et ce qui revient dans tous les domaines, c'est que quand on est une minorité dans un groupe, c'est toujours plus difficile de se faire entendre, donc on écoute et de donc faire avancer nos sujets. Et pourquoi le prisme intersectionnel il est important? Donc, je vais donner deux raisons. D'abord, dans un cadre militant, déjà on le voit dans le féminisme actuel, qui était donc trusté par les féministes universalistes plutôt. Il y a eu au fil des années la création de collectifs afroféministes, féministes musulmanes, féministes lesbiennes. C'est pas pour rien, hein. C'est parce que justement les femmes noires, les femmes musulmanes, les femmes lesbiennes, parfois elles peuvent avoir les trois en plus, donc se sentaient pas vraiment comprises ou prises au sérieux dans leurs problématiques. Et ce qui revenait souvent, c'était que les femmes blanches disaient non, mais on est toutes des femmes, on agit pour la même cause. Et sauf que les discriminations vécues en fonction de qui on est sont pas forcément les mêmes. Et du coup, c'est en se retrouvant entre pairs et alliés, ce que certains collectifs n'ont pas forcément non-mixité, c'est plus simple de trouver un espace où on n'aura pas cette charge mentale, justement, à devoir expliquer pourquoi les discriminations vécues par une femme blanche sont différentes que celles vécues par une femme noire, par exemple. Et ça permet de se focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire comment améliorer le quotidien de telle ou telle femme et comment faire évoluer les droits lorsque c'est possible, parce qu'encore une fois, ça dépend de l'environnement où on est. On a la chance d'être en France où des choses peuvent être faites, mais dans d'autres pays, c'est plus compliqué. Donc ça, c'est déjà je voulais revenir sur ce point militant. Ensuite, dans le monde de l'entreprise, même si on a encore du mal à utiliser le mot intersectionnalité quand même dans les grands groupes, effectivement, c'est associé au wokisme ou alors c'est considéré comme un mot trop techno. On commence à comprendre l'intérêt de prendre en compte toutes les diversités, parce que déjà, on voit hein, que tout le monde est différent et on voit que c'est un enjeu d'attractivité et de rétention des talents aujourd'hui, notamment avec les générations plus jeunes, donc les millennials, et la Gen Z, donc les moins de 40 ans en général, hein, si je résume. Et c'est ce qui fait que, même si on a eu du retard sur ça en France, depuis 20-30 ans, parce que les premières entreprises qui l'ont fait, c'était les entreprises américaines qui avaient des sièges en France, il y a eu le développement de réseaux affinitaires ou Employee Resource Group, comme on dit, ERG, qui sont développés avec en premier lieu ceux pour femmes, c'est quand même les plus simples à développer. Après, c'était sur le handicap, après LGBT. Plus récemment, en fonction de la politique des entreprises,
je parle vraiment de politique parce que c'est un sujet politique. On a aussi des réseaux Black at Google France, des réseaux Asians, des réseaux neurodiversité. Donc voilà, on est en train de s'ouvrir un petit peu plus à l'ensemble des sujets. Et en général, les entreprises, elles s'appuient sur ces réseaux pour nourrir leur politique diversité-inclusion. Et ces réseaux travaillent aussi ensemble, entre eux, pour mutualiser leurs moyens, qui sont souvent limités. C'est-à-dire souvent des bénévoles qui font ça en plus de leur travail. Et ils n'ont pas tant de finances que ça. Il y a des réseaux, ils ont quand même moins de 10 000 euros de budget sur l'année. Et c'est des réseaux de très grands groupes. Donc, c'est pas tant de budget que ça. Après, il y a quelques entreprises qui libèrent du temps pour que les salariés travaillent sur ces réseaux, mais elles sont encore en minorité. Et le but de mutualiser les moyens, justement, c'est pour donner de la visibilité à leurs actions et pour répondre justement à, j'ai vu ça dans le sondage que vous avez fait auparavant, possibilité de faire des événements, par exemple dans le cadre du 8 mars, où on va avoir le réseau femmes, le réseau LGBT, le réseau handicap, qui vont pouvoir proposer différentes intervenantes. Donc, mutualiser leurs moyens, attirer plus de monde parce que si, par exemple, vous êtes un homme handicapé, vous aurez plus de chances d'aller à cet événement parce que vous verrez qu'il y a un sujet qui vous est proche, qui est traité. Si vous ne sentez pas, voilà, c'est la façon de faire qui permet d'attirer un public éloigné du sujet à un sujet particulier. Je donne l'exemple que j'ai pu voir récemment. Il y avait Deezer qui organisait un événement pour la Pride et on était invités. Justement, ils se demandaient comment faire en sorte que les salariés non concernés viennent à l'événement. Moi, ce que je leur avais dit, c'est bah, vous êtes sur la musique, faites quelque chose sur les artistes, sur la musique, sur comment on traite des sujets militants dans la musique. Et comme ça, vous pourrez adresser différents sujets, pas que les sujets LGBT, parce que les artistes LGBT vont pas que chanter sur le fait d'être LGBT. Et ça a pu mobiliser des gens qui s'intéressaient au secteur musique, de la production. Donc voilà, il y a toujours des moyens d'attirer d'autres publics. Et c'est pour ça qu'adopter un prisme intersectionnel, en fait, ça a que des avantages, moi, je trouve. Et ça permet de laisser personne de côté et d'attirer des personnes qui ne seraient pas initialement attirées par tel ou tel type de sujet et de peut-être leur faire comprendre autrement pourquoi la diversité et l'inclusion et la lutte contre les discriminations, ça concerne tout le monde. Et je voulais revenir sur l'exemple des lesbiennes qui n'utilisent pas leur droit au congé auquel elles ont droit pourtant, par peur d'être outées. Mais ça va bien plus loin que ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des entreprises qui ont signé la charte d'engagement LGBT de l'autre cercle, où tout se passe bien à Paris, mais où il y a des problèmes, par exemple, à Toulouse, où on a l'exemple d'une femme lesbienne qui a dû euh, demander assez difficilement un congé à son supérieur parce que sa compagne attendait un enfant et le supérieur n'a pas compris parce qu'elle n'était pas enceinte. Et ça crée quand même des gros malaises en termes d'explication de pourquoi on demande un congé alors qu'on ne porte pas le bébé. Et je trouvais ça un peu bizarre, sachant qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des personnes qui accueillent un enfant autrement, c'est-à-dire en l'adoptant, et qu'il y a déjà des mesures en place dans les entreprises quand on accueille un enfant, qu'on l'a adopté ou qu'on les fait de manière plus classique. Donc voilà, l'intersectionnalité dans l'entreprise, ça permet en fait de vraiment sortir de sa zone de confort, moi je trouve, euh, qu'on soit vraiment intéressé sur les sujets ou pas. Ça permet de mieux comprendre les collaborateurs, ça permet aussi de faire des meilleures campagnes de communication en diversité inclusion pour éviter de passer à côté des sujets ou même c'est déjà arrivé dans certaines entreprises, empirer la situation et l'image de la société en étant involontairement sexiste ou raciste ou problématique. Donc, ce qui est le plus simple à faire, et c'est un conseil que je donnerais à chaque fois, c'est quand vous faites une démarche par rapport à un groupe donné, faites en sorte que ce groupe donné soit évidemment dans les discussions, mais aussi tester les choses aussi auprès du groupe qui n'est pas donné pour voir comment c'est compris de tout le monde. Parce que la diversité et inclusion, c'est pas que se focaliser sur, lors du 8 mars, que sur les femmes. L'importance des alliés, c'est quand même un enjeu dans, dans le milieu du travail, surtout quand on est en minorité. Il faut aussi que le message passe bien aussi auprès des personnes non concernées. C'est super clair, Emmanuel. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, tu as commencé à rentrer dans la phase d'après, hein, qui est celle que je pense tout le monde attend, qui est celle de justement des solutions
très concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Juste avant de rentrer là-dedans, je fais un point technique parce qu'on a effectivement plusieurs personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre dès le départ et je pense qu'il y avait un souci sur le lien qui a été envoyé. Donc, une partie des personnes se voyaient demander un code secret qu'évidemment, elles n'avaient pas. Donc, nos excuses à ces personnes-là qui nous rejoignent en cours de route. Et je réponds également à la question qui est posée plusieurs fois dans le chat. Oui, il y aura un replay pour toutes les personnes qui étaient inscrites. Donc, pour les personnes qui ont loupé le début, encore une fois, mille excuses. Et évidemment, il y aura un replay, c'était prévu de toute façon, mais là, ce sera encore plus nécessaire. Voilà. Et donc, je reviens sur le fond et je disais merci beaucoup, Emmanuel. On a commencé à parler des solutions. Et en fait, ce qui est intéressant, donc on vous a dit, je redis avec Louise, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et puis, de toute façon, il y aura un temps de questions-réponses. Donc, vous pourrez aussi les poser directement comme ça, en direct et en spontané. Mais en tout cas, parmi vous, parmi les personnes qui se sont inscrites, il y a déjà un certain nombre de questions qui ont été posées au moment où vous êtes inscrits et inscrites dans le chat. Donc, super. Merci beaucoup pour ça. Et donc, on va commencer par celle-là. Ça va permettre d'enclencher à la fois la manière de parler des solutions et les réponses euh, aux questions. Voilà. Donc, si on les prend dans l'ordre, il y avait cette question, voilà, il y avait ce point qui disait, les questions de discrimination peuvent rapidement tourner à l'affrontement et susciter de la colère, notamment de la part des personnes discriminantes qui peut-être ne comprennent pas pourquoi on rentre dans ces sujets-là. Comment trouver des leviers de dialogue apaisé? Ça rejoint un peu ce que tu étais en train de dire, Emmanuel, sur le fait qu'une politique d'égalité, elle ne s'adresse pas, ou de diversité d'inclusion de manière générale, elle ne s'adresse pas seulement aux groupes minorisés. L'idée, c'est qu'elle puisse parler à tout le monde, y compris à des personnes qui font partie ou qui sont perçues comme faisant partie du groupe dominant. Est-ce que là-dessus, sur cette question spécifiquement, tu as envie de réagir sur la manière de trouver des leviers pour s'adresser à ces personnes-là de façon apaisée? Est-ce que ça t'inspire des exemples de bonnes pratiques? Ah, ça m'inspire, oui, non, c'est toute la difficulté de travailler sur la diversité et l'inclusion en entreprise et au-delà. Surtout quand on a un parcours militant, des convictions personnelles et qu'on est dans un cadre très codifié quand même de l'entreprise. Pas faire tout ce qu'on veut, hein, et en fonction des entreprises où on est, il y a des visions qui sont différentes en matière de quelles sont les priorités du groupe. Donc ça, je le dis en connaissance de cause en ayant travaillé dans différentes entreprises. Mais ce qu'il faut avoir en tête, d'abord, pour que justement la question de la lutte contre les discriminations, la question de la diversité et de l'inclusion soit bien traitée, c'est un engagement du top management très clair. Ça peut partir de la prise de parole de la personne qui est PDG, du COMEX. Parfois, on dit qu'il faut que ça parte de la base, mais bon, la base, moi, j'aime pas déjà ce terme, mais en fait, ça fonctionne pas si déjà il n'y a pas une volonté politique dans l'entreprise de faire bouger les lignes. Et après, ce qui est important, c'est que la vision de la diversité et l'inclusion soit claire pour tout le monde. Donc ça passe par une communication. Et c'est là où, en général, c'est pas forcément bien traité parce que ça dépend qui est derrière la communication, justement. Si les équipes com sont pas diverses, déjà, ça va être un peu compliqué. Et quand je dis diverses, c'est aussi penser à la com pour les gens qui n'ont pas forcément de facilité d'accès à Internet ou smartphone. Voilà, c'est pas le cas de tout le monde encore, hein, en fonction de l'âge, en fonction de là où on est, en fonction aussi des capacités. Il faudrait aussi prendre en compte l'accessibilité aux infos en matière de com. Voilà, il y a en fonction des polices qu'on utilise, des couleurs qu'on utilise, ça peut être plus ou moins lisible pour certaines personnes. Et puis évidemment, les images utilisées, bon, moi je recommande de prendre des photos de vrais gens, hein, et pas de banques d'images, parce qu'en général, elles ne sont pas pensées pour la diversité et l'inclusion. Je ne sais pas si vous avez déjà tapé sur Google personne en fauteuil roulant, bon courage. Donc voilà. Puis ça ne se limite pas à ça. J'ai fait exprès de donner cet exemple, mais on n'est pas encore là en termes d'images, même quand on cherche Ouais. des informations sur Internet. Et ensuite, c'est des choses vraiment très concrètes. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aiment bien signer des partenariats, des chartes, mais en fait, c'est pas forcément ça qui est plus parlant, parce que ça reste de la com, si c'est pas accompagné d'actions concrètes. C'est important d'avoir une politique de tolérance zéro en matière de discrimination, évidemment, et d'expliquer pourquoi ça nous concerne toutes et tous. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai déjà eu l'exemple dans une précédente entreprise d'un collègue qui était régulièrement victime d'homophobie alors qu'il n'était pas homo.
Ça, Mm. typiquement, c'est un exemple on peut être victime de discrimination de manière indirecte qui ne concerne pas réellement, mais en fait, si ça nous Oui, concerne parce que ça s'attaque à notre personne et ça peut arriver à n'importe qui. oui, Moi, je sais de par exemple, je sais pas, micro-agression Oui. c'est ça. par rapport à la manière dont on est perçu. Moi, je trouve, merci Emmanuel, je trouve hyper intéressant comment est-ce qu'on communique, effectivement, quelles précautions on prend pour communiquer, comment on s'assure qu'on s'adresse à tout le monde, comment on explique, et aussi ce côté faire preuve C'est de pas fini. pédagogie. Pardon? Oui, sur la pédagogie, justement, je voulais développer sur ça. Ouais, Et ce vas-y. qui marche bien quand même, parce qu'on sait que les entreprises ont des budgets limités en matière de diversité et d'inclusion, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est quand même faire des sensibilisations régulières, mais pas culpabilisantes. Vraiment, la partie contrainte, ça marche pas, hein. C'est vraiment des sensibilisations avec des mises en situation qui parlent à tout le monde, qui touchent l'émotionnel, parce que c'est que comme ça qu'on retient vraiment les choses, et aussi avec des intervenants diversifiés. Je vais donner un exemple, par exemple, quand je parle de transphobie et que ça parle pas du tout aux gens, je dis, bah voilà, aujourd'hui, on est dans la période des fêtes. Imaginez, vous avez votre famille qui vous envoie des cadeaux via la poste parce que vous êtes une personne trans et que votre état civil ne colle pas à la personne à quoi vous ressemblez aujourd'hui, vous ne pouvez pas retirer vos cadeaux de Noël. C'est un truc juste basique. Bah ça, parfois, ça marche pour que les personnes comprennent pourquoi c'est pas quelque chose de sympathique à vivre au quotidien. Et pareil, quand je donne l'exemple de les politiques diversité et inclusion, ça concerne tout le monde. Je donne l'exemple de la télécommande qui, initialement, a été pensée pour les personnes handicapées pour éviter qu'elles fassent aller-retour à chaque fois à la télé. Et finalement, on l'utilise tous, enfin, si vous avez une télé. Donc voilà, ça bénéficie à plein de gens. Et en fait, c'est que comme ça qu'on arrive à faire bouger les choses, à faire comprendre que quand on met en place des actions, c'est pas que pour les femmes. Quand on met en place justement des possibilités de télétravailler en cas d'enfant malade, les pères aussi peuvent y aller parce enfin, il me semble qu'il y a des pères qui aussi veulent s'occuper de leurs enfants. Et moi, je sais que dans l'entreprise où je travaille, il y a de plus en plus d'hommes qui souhaitent justement qu'on prenne en compte le fait qu'il y a des pères qui veulent s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. Donc, c'est vraiment en faisant ça des exemples qui parlent à tout le monde. Et dans les intervenants, voilà, en décembre, pour un webinaire sur le handicap, j'avais invité une intervenante qui est extraordinaire, d'ailleurs, que je recommande, qui s'appelle Desani Bock, qui est une femme noire en situation de handicap. Pourquoi? Parce que moi, là, on trouvait juste travail, on a une majorité de personnes noires et beaucoup me disaient que le handicap, ça n'existait pas en Afrique. Donc je dis, OK, je vais trouver une personne où ça va vraiment cogner, quoi. Vous allez retenir le sujet. Et c'était un des meilleurs webinaires qu'on a fait en termes de retour. Enfin, voilà, il faut toujours trouver les façons d'attirer l'attention, de retenir aussi les informations. Et enfin, faut pouvoir chiffrer ce qu'on fait, hein, mesurer. Ça, c'est la partie la plus dure. J'avoue, c'est pas forcément celle qui est la plus simple à mettre en place, surtout en France. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ouais, Complètement. complètement, absolument. Je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose d'hyper important, c'est se décentrer, comment apaiser, effectivement, c'est apprendre, effectivement, à travers différentes sensibilisations, à se décentrer, à se mettre un petit peu à la place des autres, développer son empathie, la vulnérabilité et déculpabiliser sans, je vois que dans le chat, on me dit c'est difficile le dialogue apaisé, ça demande souvent de faire des concessions pour se mettre au niveau des interlocuteurs. Bah, non, effectivement, en utilisant les chiffres, en disant bah, voilà les chiffres quand même, c'est pas culpabilisant, c'est juste des faits, c'est factuel. On sort, effectivement, on essaye un petit peu de sortir de l'émotionnel, même si l'émotionnel, c'est un outil pour comprendre l'intersectionnalité, pour pouvoir développer son empathie, pour pouvoir se mettre à la place des autres. Mais voilà, avoir les chiffres, et encore une fois, c'est possible en France, c'est possible de mesurer l'intersectionnalité. Par exemple, on avait des données sur les femmes bisexuelles et lesbiennes. Si l'autre cercle et IFOP ont pu collecter ces données, c'est que c'est tout à fait légal et que c'est tout à fait possible de le faire. Et pareil sur l'intersection d'autres dimensions de la diversité. Effectivement, c'est pas facile. Il y a des précautions à prendre, des règles à respecter, mais ça se fait et c'est hyper utile pour pouvoir avancer sur les sujets. Et,
et peut-être en parlant de se décentrer, peut-être pour passer à une autre question sur comment inclure toutes les femmes sans faire perdre les bénéficiaires dites classiques des actions, donc les femmes blanches, cis, chrétiennes. J'en fais partie, je suis une femme blanche, cis, hétéro, qui a fait des études dans les grandes écoles en France, etc. Donc je fais partie de ces femmes qui bénéficient des politiques actuelles. Mais l'idée, encore une fois, c'est au même titre où quand on parle d'égalité, d'équité des genres, on essaie de convaincre les hommes que non, vous n'êtes pas perdants, non, l'égalité des genres, ça bénéficie bien à tout le monde et il n'y a pas des perdants et des gagnants. C'est la même chose ici. Oui, effectivement, si on regarde la chose comme un gâteau et il faut partager le gâteau, effectivement, quand il y a, je sais pas moi, 20 places au conseil d'administration et qu'il faut partager entre hommes, femmes euh, et de tout genre, de tout horizon, de toute couleur de peau, effectivement, il faut partager les parts. Donc, il n'y aura pas 50% des places au COMEX ou au conseil d'administration pour les hommes blancs et 50% des places pour les femmes blanches. C'est pas comme ça que ça marche. Mais l'idée, voilà, c'est encore une fois de l'intersectionnalité, ça permet de mettre en question les discriminations et les privilèges. L'intersectionnalité, elle joue pour les personnes qui sont exclues à plusieurs niveaux en raison de cette intersectionnalité, mais elle joue aussi pour les personnes qui ne sont pas exclues en raison de cette intersectionnalité. C'est parce que je suis blanche, c'est parce que je suis hétéro, c'est parce que je suis issue de tel parcours que je peux bénéficier de telle ou telle politique d'égalité. Et c'est pas quelque chose qui m'est dû au même titre que les discriminations qu'une personne non blanche, qu'une femme non blanche, qu'une femme non hétéro ou qu'une femme qui ne serait pas issue de tel ou tel parcours subit des discriminations. Donc c'est un petit peu le, le revers de la pièce si on parle de privilège versus discrimination. Alexia, sur Alors, comment... ouais, je vais Ouais. enchaîner sur cette question qui est hyper, merci à la personne qui l'a posée, hyper intéressante. Comment est-ce qu'on crée des politiques qui sont inclusives, mais tout en prenant soin de personnes qui potentiellement ne sont pas prêtes à se sentir, voilà, voir leur identité ou leur particularité mise en avant. Moi, j'ai compris aussi cette question comme comment est-ce qu'on crée des politiques qui vont avoir une approche intersectionnelle, mais sans stigmatiser les personnes en disant, bah, regardez, maintenant, on va faire une politique pour les femmes trans, habitants en banlieue et qui n'ont pas forcément envie que voilà qu'on marque sur leur front je suis une personne, une femme trans ou je suis une personne qui habite en banlieue. Donc il y a un peu deux volets dans cette question. Il y a vraiment cette partie prendre soin. Et ce que je trouve intéressant, et je pense que Emmanuel, tu l'as évoqué, c'est qu'en fait, entre dire et faire, moi, je préfère toujours qu'on fasse. Et en fait, il y a plein de gens qui font de l'intersectionnalité sans le savoir, comme Monsieur Jourdain avec de la prose, avec la prose. Donc, en s'assurant qu'une politique d'égalité est intersectionnelle et qu'elle va chercher des femmes qui n'ont pas toutes le même profil, on peut faire ça sans forcément afficher et sans forcément dire, là, je fais ça parce que je m'adresse aux femmes qui ont grandi dans un quartier prioritaire de la ville. De fait, ça va leur bénéficier parce qu'on a pensé à ça. Parce que quand on a mis en place la politique, on a eu ce souci-là, donc ça va leur bénéficier, mais on n'est pas forcément obligé de les afficher en fonction du contexte, effectivement, en entreprise, en fonction de la maturité sur ce sujet, en fonction de ce que ces personnes expriment aussi comme envie ou pas d'être mises en avant. On n'est pas obligé de l'afficher de cette manière-là. Donc, il est tout à fait possible de prendre soin, j'aime beaucoup ce terme-là, d'écouter en fait les besoins, y compris les besoins d'anonymat. Parfois, on a tellement envie, parfois, quand on est une minorité visible, de goûter à cette joie de l'anonymat et de ne pas être tout le temps mis en avant. Donc, c'est tout à fait possible de créer des politiques qui bénéficient à une catégorie de la population sans forcément, entre guillemets, afficher contre son gré, en tout cas, cette partie de la population. Et après, sur la partie, voilà, vraiment, comment on crée des politiques inclusives, bah, alors, Emmanuel et Louise, vous avez déjà dit beaucoup de choses, mais en fait, tout simplement, la question, quand on réfléchit à une politique qu'on va mettre en place, la question, à qui est-ce que je m'adresse aujourd'hui, à qui je ne m'adresse pas?
qui va bénéficier de cette politique et qui ne va pas en bénéficier. Est-ce que aujourd'hui, quand je propose des sessions de leadership ou de mentorat au siège, est-ce que je touche les femmes qui travaillent pas au siège? Est-ce que je touche les femmes qui travaillent dans mes unités de production? Ou est-ce que je ne touche que les femmes qui sont déjà sur des fonctions hiérarchiques importantes au sein de l'entreprise? Donc, juste chaque fois se poser, passer au tamis de cette petite question, de ces petites questions, les politiques qu'on s'apprête à mettre en place en se demandant, en fait, quand je fais ça, quel type de femme je touche, quel type de femme je ne touche pas? Et pourquoi? Est-ce que c'est parce que ces femmes-là, j'estime qu'elles en ont moins besoin? Est-ce que c'est parce que j'ai pas assez de budget? Est-ce que c'est parce que ça me demande trop d'efforts ou j'ai l'impression que ça me demande plus d'efforts? Mais voilà, se poser cette petite question-là, je trouve que ça peut être, que ça peut être hyper intéressant et que ça permet de rentrer tout de suite dans le concret. Euh, et de comment vraiment, de manière très très concrète, je mets en place une politique avec une approche intersectionnelle. Je crois que, Emmanuel, quand on préparait cette conversation, tu nous avais aussi parlé d'une initiative où tu nous disais en fait le fait de décentraliser aussi la politique d'égalité et qu'elle soit pas générée, pensée uniquement par le siège, par des gens tout là-haut, mais le fait de pouvoir dire à des filiales, à des sites de production, à des succursales, et ben vous, comment est-ce que vous avez envie de mettre en place cette politique d'égalité? Parfois, on arrive à des voilà, comme c'est les personnes sur le terrain qui connaissent la composition des femmes autour d'elles, bah, elles vont peut-être dire, bah, OK, femmes, c'est très bien, mais moi, pour ma population, j'ai besoin qu'on parle des femmes qui habitent dans les QPV, dans les quartiers prioritaires de la ville. Moi, dans ma population, quand je regarde mon bassin ici de population de femmes, j'ai besoin qu'on parle des femmes non blanches. Moi, j'ai besoin qu'on parle des femmes qui n'ont pas fait beaucoup d'études. Tu disais, je sais pas si tu te rappelles de ça, mais que le fait voilà, Ouais. de mettre la politique au plus près aussi des populations, ça permet d'avoir des choses peut-être un peu plus fines. Mais c'est souvent la difficulté des grands groupes français, c'est de tout penser au siège et après de dire aux filiales, voilà ce qu'il faut mettre en place. Ça marche pas parce que ça prend pas en compte les besoins et les réalités du terrain. Donc, moi, je suis d'avis, si l'entreprise a les moyens financiers et humains de le faire, de piloter justement les politiques diversité et inclusion par pays, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des choses communes à certains moments, parce qu'il faut quand même avoir une politique groupe aussi. Mais c'est ce qui permet aussi localement de répondre aux personnes qui vont dire, mais pourquoi vous parlez de sujet LGBT alors qu'au Sénégal, c'est interdit, typiquement. Voilà, et en même Exactement. temps, tu as une posture ensuite où tu dis, bah, on a un groupe, on a signé des engagements, notamment en matière de respect des personnes et des droits humains, et vous êtes dans un cadre professionnel, il y a des règles à suivre. Et donc, nous, on ne tolère pas que quelqu'un soit discriminé en raison de Mm, qui mm. il ou elle est. Et dedans, tu as l'orientation sexuelle, mais tu as tout autre type de sujet aussi. Tu as l'ethnie aussi, dans certains pays, ça a un impact. Donc, il faut aussi prendre en compte ça. Il y a des pays où la religion, c'est super important aussi. En France, ça dépend quelle religion on a, mais oui, c'est des sujets pas simples qui touchent l'intime en plus. Donc, on peut pas arriver en mode bulldozer Avec une à recette. mettre en place Ouais. des politiques diversité et inclusion. Ça prend énormément de temps aussi. Et ça aussi que je voulais dire, c'est que, enfin, faut beaucoup de résilience, de patience pour travailler sur ces sujets-là. Si c'est pas votre cas, laissez tomber. Merci, merci Emmanuel. Je vois l'heure et il faut voilà, qu'on libère les personnes qui sont venues. Il restait ces deux questions. Est-ce que Louise, très rapidement, tu veux, nous on pensait mettre ensemble, comment est-ce qu'on fait pour pas perdre les salariés en ajoutant au genre encore d'autres dimensions? Et puis cette personne qui nous disait, bah, nous on va faire l'intersectionnalité dans un deuxième temps. On commence d'abord vraiment sur le prisme genre entre guillemets classique et on rajoutera un peu de complexité plus tard. Est-ce que tu veux dire deux mots là-dessus avant qu'on clôture? Oui, bah alors sur quand est-ce que l'intersectionnalité doit intervenir, bah dès le début, et non, ce n'est pas une dimension en plus des autres dimensions de la diversité et de l'inclusion, c'est par définition une intersection de toutes ces dimensions, donc il faut qu'elle intervienne dès le départ. Effectivement, comme dit Emmanuel, ça veut dire que ça prend du temps, un peu plus d'investissement de temps, un peu plus d'investissement talent aussi, parce que ça veut dire se consulter avec les personnes concernées, avec les différents groupes d'employés avec les différentes femmes dans différents niveaux hiérarchiques. Mais un exemple tout bête que j'ai vu récemment, bah, au mois d'octobre dernier, j'étais en intervention dans une entreprise où vraiment sur le même site, hein, il y avait les bureaux headquarters, quoi, comment on dit en français, QG, et l'usine vraiment sur le même site. Et bien, quand on rentrait dans les bureaux, il y avait plein d'affichettes
pour sensibiliser sur le cancer du sein, comment se palper, etc. dans les toilettes pour détecter le cancer du sein. Et par contre, dans les toilettes usines, rien. Donc là, quand même, il suffisait juste d'imprimer une affichette en plus. Donc voilà, il peut quand même y avoir des approches simples et c'est des petites questions, on peut se faire des petites fiches des petits points rappels pour avancer là-dessus et comment ne pas perdre les salariés, notamment quand on fait des formations, par exemple, sur ces sujets. Eh bien, on est vraiment sur des exercices qui peuvent, Emmanuel en évoquait, hein, des exercices qui peuvent permettre des mises en situation pour un petit peu sortir de son vécu à soi et comprendre que ce n'est pas le seul vécu, il est valide, il est vrai, c'est son vécu à soi, mais moi, mon vécu en tant que femme n'est pas le même vécu qu'Alexia en tant que femme ou qu'Emmanuel en tant que femme, et c'est des petits exercices qu'on peut mettre en place en formation, et ça perd personne. On y arrive calmement et de façon apaisée, ça marche. On en fait en tout cas la preuve tous les jours. Alors, je vois qu'il n'y a pas il y a pas eu d'autres questions posées dans le chat. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejointes, qui ont pu rester jusqu'au bout. On ne va pas déborder beaucoup parce qu'on vous a déjà piqué une grande partie de votre pause déjeuner probablement. Encore une fois, vous recevrez donc le replay. Un immense merci à toi, Emmanuel, de nous avoir rejoints dans dans cette aventure de ce webinaire et j'ai vu que tu as mis le lien vers ton LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à contacter effectivement Emmanuel pour parler plus amplement de ces questions-là. Un très, très grand merci à tout le monde et puis à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup et bonne journée. Bonne journée. Merci.